Bien, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les officiers, mesdames, messieurs, nous allons poursuivre avec cette seconde table ronde qui est consacrée aux enjeux et aux risques de la transformation numérique pour les collectivités territoriales, avec trois intervenants. Sandrine Turgis, qui est maître de conférence de droit public à la faculté de droit et de sciences politiques de Rennes, spécialiste notamment des libertés publiques. Alexis Boudard, qui est directeur du programme Décante et qui représente ici le SGMAP. Il nous parlera plus avant de ce programme et de ses activités. Et Didier Danet, qui est responsable du pôle Action globale et forces terrestres au Centre de recherche des écoles Saint-Cyr-Couët-Quidan et qui est pôle qui porte le programme cyber. Il est également directeur du master spécialisé gestion de crise cyber, qui forme des militaires, mais également des responsables d'opérateurs d'importance vitale à ces questions. Alors, en forme de propos liminaires et très rapidement, j'ai eu l'occasion de dire à l'ENANF plusieurs fois que nous avons essayé d'organiser ce genre de manifestation à Rennes avec des élus il y a 2 ans et demi, avec le général Vatin-Augouard, qui est le créateur du Forum international cyber de Lille, qui est la grande manifestation autour des questions cyber. Eh bien, nous avions 10 élus d'inscrits. Au total, nous en aurions eu sans doute 5 de présents. Donc, nous avons annulé malheureusement cette manifestation. Et finalement, on attendait une présence d'élus et des directeurs des systèmes d'information des collectivités. Et finalement, il fallait peut-être attendre une attaque massive avec des conséquences et dommages d'une collectivité pour mieux sensibiliser. J'espère qu'on n'arrivera pas jusqu'à là. Vous aurez des cas pratiques et solutions en début d'après-midi. Mais si on regarde rapidement qu'est-ce qui peut se passer pour une collectivité territoriale? On l'a dit tout à l'heure, elle détient des données sensibles en matière d'état civil. On sait bien lorsque ce sont des données papier, lorsqu'il y a eu un incendie, que disparaissent les données d'état civil, qu'est-ce qui se passe dans la foulée? Vous avez des fraudes ou des tentatives de fraude à l'état civil. Et puis un risque auquel on ne pense pas forcément, pas tout de suite, c'est également le réseau de distribution de l'eau, qui peut être géré en régie ou être délégué. Eh bien là, vous avez des risques et on peut faire le lien ici entre cybercriminalité et cyberdéfense via les opérateurs d'importance vitale. Alors, on a quelques communes comme ça qui ont été hackées de manière plus particulière. Les motivations sont variées. Certains vont hacker pour s'amuser. Et puis, on a une commune du nord de la France qui, finalement, en lieu et place de son site, avait le drapeau de Daesh. Puis, il y a bien sûr toutes les demandes de rançon qui suivent le captage de données. Alors, quelquefois, elles sont sauvegardées par le centre de gestion, mais quelquefois, elles sont définitivement perdues. Et on le sait bien, les premières réponses ici sont dans le code pénal, puisqu'il s'agit de cybercriminalité. Et notre rôle, et c'est ce que nous voulons faire avec nos partenaires Thales et Sogeti, c'est également faire de la prévention et aider, accompagner les collectivités vers ces solutions de prévention. Voilà, donc nous allons entendre pour débuter l'intervention d'Alexis Boudard, qui est consacrée à l'administration numérique pour les collectivités, en apercevant et les avantages et les enjeux. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs du colloque pour cette invitation du SGMAP à venir échanger avec vous ce matin sur l'administration numérique territoriale. C'est important d'avoir ce retour des territoires sur vos enjeux, vos contraintes, votre approche de l'administration numérique. Pour débuter, je vous propose de rebondir aussi sur les propos de la table ronde précédente. Sur les enjeux du numérique, ça a été rappelé, c'est à la fois une opportunité, un levier de transformation et de modernisation de l'action publique. C'est vraiment comme ça qu'est perçu le numérique par le SGMAP, le secrétariat général à la modernisation de l'action publique, donc qui est rattaché au service du Premier ministre, et par la DINSIC, la direction de l'information, du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'État, qui est la DSI de l'État et qui porte la transformation numérique de l'État. Le numérique, c'est aussi l'usage quotidien qu'en font les citoyens. Smartphone, tablette, l'usage vraiment, les citoyens qui sont à la fois aussi des élus et les agents font un usage quotidien du numérique et on voit qu'il y a des freins par contre dans la vie quotidienne d'un agent public ou d'un élu local dans la gestion des politiques publiques. Le numérique irrigue justement l'ensemble de ces politiques publiques aujourd'hui et comme ça a été souligné précédemment également, c'est à la fois une transformation culturelle mais aussi une transformation managériale avant de s'intéresser à la question des outils en tant que tels. Le numérique soulève également de nombreuses interrogations. Pour qui ?
Pourquoi faire? Quels sont les rôles? Quels sont les rôles des acteurs? Le rôle des territoires, le rôle de l'État, le rôle du secteur privé? Quelle stratégie adopter pour développer ce nouveau service public à l'ère du numérique? Quelles expertises? La précédente table ronde parlait également d'ingénierie. Quelle expertise développer, mutualiser pour répondre à ces enjeux, à ces questions? Quel projet? Quel mode projet adopter à l'ère du numérique pour les collectivités territoriales et pour l'État? Et à quel coût? Puisque le développement des services numériques, vous le savez mieux, a également un coût, et telle stratégie, tel projet peut inclure plus ou moins de financement pour les collectivités territoriales ou pour l'État. Pour répondre à ces enjeux, je souhaitais partager avec vous quelques briques. C'est quelques briques d'une stratégie qu'on appelle l'État plateforme, qui est un repositionnement de l'État à l'ère du numérique, avec parfois des noms obscurs, notamment les API. L'API, c'est une interface qui donne accès à des bases de données. J'y reviendrai quand je développerai le programme des comptes. C'est aujourd'hui, on est en capacité d'accéder gratuitement à certaines bases de données qui autrefois soit faisaient l'objet de redevances particulières, soit étaient fermées. Donc on a toute une richesse d'informations qui peut être utile aussi pour les collectivités territoriales. Je pense aux bases de données par exemple SIRET de l'INSEE qui s'ouvrent, ou à toutes les questions de systèmes d'information géographiques, donc à ces données qui aujourd'hui sont de plus en plus ouvertes, et l'API est un mode d'accès à ces données. Et amène à réfléchir différemment, et notamment à penser à la plus petite unité, et donc à débuter la réflexion aussi sur la donnée qui est produite aujourd'hui par les administrations. Le mode agile, donc c'est aussi une nouvelle manière de concevoir les projets en tant que tels. En collectivité territoriale ou du côté de l'État auparavant, créer une nouvelle application informatique pouvait s'étaler parfois sur plusieurs années. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le mode agile, c'est le développement d'un outil numérique, parfois en juste quelques mois, en réunissant autour d'une même table, autour d'un même projet, l'ensemble des parties prenantes, notamment les usagers, pour répondre plus directement à leurs besoins. C'est vraiment une nouvelle logique de placer l'usager au centre, le citoyen, l'agent, l'élu, l'entreprise. Deux mots sur une brique également qui est France Connect. France Connect, d'ailleurs, à Vannes l'an dernier, je crois, vous avez été présenté à travers le projet de France Connect particulier. J'en profite pour l'indiquer, puisque France Connect permet à un citoyen, à une entreprise également, d'être authentifié et reconnu par un service public en ligne. Donc c'est une identité qui est vérifiée, notamment par le service des impôts ou par la sécurité sociale, par exemple. Le citoyen est invité à choisir qui le connaît le mieux, et donc cette identité est connue de l'administration. Donc ça évite de devoir rentrer dans des problématiques plus lourdes de certification, des problématiques de signature électronique, ou tout simplement de devoir se réidentifier une énième fois sur un site. L'identité, là, est déjà garantie, connue de l'administration. Donc si je vais sur le site d'une autre administration, je n'ai pas à ressaisir l'ensemble de mes données. La logique de plateforme. Donc l'idée d'essayer de mettre en commun un certain nombre de moyens, un certain nombre de biens communs, un certain nombre d'outils pour permettre le développement de nouvelles applications. La logique de mutualisation qui revenait tout à l'heure, la thématique de l'intercommunalité, la thématique des syndicats mixtes qui est extrêmement importante, extrêmement forte. Sur quelle échelle je peux m'appuyer en tant que collectivité locale? La question des standards. Partir sur des standards, interopérabilité, accessibilité, c'est faire le choix de solutions qui peuvent s'interopérer entre elles, mieux dialoguer entre elles. Donc c'est faire le choix de coûts moindres aussi sur l'avenir. Des principes, dites-le nous une fois, vous en avez entendu parler, c'est le principe de dire qu'une administration, l'État, un organisme public, des collectivités territoriales, détiennent déjà de la donnée sur un citoyen, sur une entreprise. Donc, ce principe-là s'est traduit dans la réglementation, et il se traduit aussi sur l'aspect numérique. C'est éviter, à chaque fois que c'est possible, de redemander une information qui est déjà connue de la part d'une administration. Je donnerai des exemples concrets tout à l'heure à travers les marchés publics. L'innovation. L'innovation, c'est un mot valise également, mais c'est un nouveau regard sur l'action publique. Le numérique réinterroge les pratiques. Comment
peut-on innover dans l'action publique aujourd'hui à travers cette question du numérique? La simplification également. Faire simple, c'est souvent le plus compliqué, mais ça réinterroge aussi cette thématique-là. On l'a vu sur la chaîne comptable et financière, sur les titres de recettes, sur les mandats, on peut le voir sur les marchés publics, sur le contrôle de l'égalité. Comment est-ce qu'on peut simplifier cet ensemble de process? Le numérique peut être une opportunité. Donc après avoir balayé un petit peu tous ces enjeux, je vais vous présenter en quelques mots le programme DCNT. Encore un sigle. Le sigle DCNT, c'est pour Développement concerté de l'administration numérique territoriale. C'est un programme qui est issu d'une instance de l'État, qui est l'instance nationale partenariale, qui est une instance de dialogue de l'État avec les collectivités territoriales sur les sujets du numérique en général, pour anticiper au mieux des projets d'application réglementaire notamment, qui vont impacter les collectivités territoriales. C'est un programme qui est issu d'une collaboration entre l'État et les associations d'élus. En 3 dates, ce programme a été construit sur 2014-2015, a fait l'objet d'énormément d'échanges entre les associations de collectivités et l'État et a été lancé officiellement à la fin de l'année 2015. Les principes directeurs de ce programme, c'est important de les partager avec vous. C'est une gouvernance partagée entre l'État et les territoires tout au long du développement de ce programme. La recherche d'efficience administrative, c'est un mot qui a été cité aussi tout à l'heure. Donc on va rebondir, on va s'appuyer sur la thématique de la simplification et du dites-le nous une fois, sur celle de la modernisation également avec cette logique de plateforme. Un autre principe clé, c'est la relation unifiée au service public. Quand on se place du point de vue d'un citoyen ou d'une entreprise, finalement l'univers service public, la collectivité locale, l'État, d'autres organismes du public, c'est un même service public finalement pour l'usager ou pour les citoyens. Comment est-ce qu'on peut permettre que ce process, cette relation à l'administration, elle soit complètement fluide et qu'elle soit complètement unifiée? Et puis, c'est une évaluation continue et collective des projets du programme qui est réalisée avec les collectivités locales. Je vous cite également les axes stratégiques parce que c'est des axes qui pourraient être repris également dans des projets locaux. Un des premiers éléments du programme, c'est de rechercher l'efficience des relations inter-administratives. On est vraiment sur l'interne, comment les administrations peuvent mieux travailler entre elles à l'ère du numérique. L'unification, la simplification de la relation entre administration et usagers, la simplification et la sécurisation de l'administration de la preuve. Derrière, c'est la question de l'archivage électronique. Tout à l'heure, on parlait de la question du stockage de données. Finalement, l'archivage électronique, c'est souvent l'abriquement compte de la dématérialisation. C'est ce qui vient en bout de chaîne. Alors que si on pense données, c'est ce à quoi il faut réfléchir dès le démarrage de l'action publique. Et puis enfin, c'est le développement de l'écosystème numérique dans les territoires. Donc, c'en est ici une preuve supplémentaire en Bretagne avec un territoire qui est extrêmement riche d'initiatives sur cet écosystème. Les recommandations du programme, on commence à être un petit peu plus concret. La première, c'est à travers ce programme, essayer de soutenir et accompagner les acteurs publics. Donc, ce qui explique notre présence ce matin. Des actions de sensibilisation, de relayer ce qui se fait aussi sur le terrain à travers des initiatives comme Mégalis, un certain nombre d'actions d'accompagnement qui peuvent exister, des centres de gestion, des structures mutualisées, des intercommunalités. La seconde, c'est la simplification des modes d'échange. Alors tout à l'heure, je vous parlerai d'un projet, d'un prototype qui s'appelle France Connect Agent, qui est une déclinaison de France Connect, mais pour les agents publics. Une autre recommandation qui est liée à la simplification, et donc c'est une réponse à l'interpellation de tout à l'heure, de la télétransmission des actes au contrôle égalité. Une autre recommandation tourne autour de la dématérialisation des marchés. Une autre sur les services publics en ligne, et enfin, une recommandation autour de l'archivage électronique. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour illustrer notre manière de travailler, notre méthode de travail sur la dématérialisation des marchés, donc qui est une des recommandations. Sur cette recommandation autour de la dématérialisation des marchés, on est parti d'une idée, c'est que cette dématérialisation des marchés allait être obligatoire au 1er octobre 2018 pour un ensemble de collectivités locales. Pourtant, ça fait une quinzaine d'années qu'on peut dématérialiser les marchés, mais ça n'était pas obligatoire. Comment est-ce qu'on peut faire d'une contrainte réglementaire une opportunité? Comment est-ce qu'on peut penser la dématérialisation des marchés autrement? Donc les objectifs de cette recommandation,
c'est d'abord de penser à l'usager. Donc l'entreprise souhaite avoir un accès simplifié à la commande publique. Donc on va réutiliser les briques dont je parlais tout à l'heure, les API. Donc comment est-ce qu'on peut accéder directement aux données qui sont déjà connues de l'administration? Une entreprise, on connaît son SIRET, on connaît sa situation sociale, fiscale, avec un certain nombre d'attestations, on connaît sa localisation, on connaît le nom du gérant, on connaît vraiment un certain nombre de données. Comment est-ce qu'on peut simplifier l'accès au marché à travers ces données qui sont déjà connues de l'administration? Et ça a été marché public simplifié, qui est un formulaire et derrière une construction technique qui permet de simplifier l'accès d'une entreprise et faire en sorte que l'entreprise elle se concentre sur son offre technique et financière et pas sur la partie candidature, puisque toutes les données sont déjà connues de l'administration. C'est intéressant de développer ce type d'outils, mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'accompagner les acheteurs, et ça, c'est une dimension sur laquelle il faut vraiment insister. Il faut changer les pratiques, il faut changer sa manière d'acheter, sa manière de rédiger ses documents à la consultation, sa manière de publier ses marchés publics. Donc il y a à la fois l'évolution technique et à chaque fois le volet accompagnement de l'acheteur. Ce qui est important également sur cette recommandation, pour illustrer la manière de travailler, c'est le fait d'éviter, autant que faire se peut, de travailler en silo, et donc de penser une chaîne de la dématérialisation. Et sur le sujet des marchés publics, c'est un sujet qui l'illustre bien. On va avoir tout un tas d'acteurs de l'État. On va avoir la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, qui dicte la règle. On va avoir un autre acteur qui est la direction générale des collectivités locales, avec un aspect de la chaîne de dématérialisation, c'est quand je suis en appel d'offres, je dois transmettre mon marché signé à la préfecture. On a un autre acteur qui va être le Trésor public, donc avec la Direction générale des finances publiques. Et on a comme ça un certain nombre d'acteurs qui interviennent dans la chaîne. On a fait en sorte dans cette recommandation de mettre tous ces acteurs autour de la table et avec nous des collectivités locales qu'on appelle des préfigurateurs qui sont en charge de prouver que 2 ans avant l'obligation réglementaire, c'est déjà possible de tout dématérialiser de bout en bout. Et donc ça permet de remonter des irritants. Les irritants qu'on a vus tout à l'heure, je dois transmettre un marché signé électroniquement à la préfecture, mais il y a un blocage technique ou il y a un blocage de pratique. Je dois transmettre ce même marché au Trésor public, il va y avoir aussi peut-être ou pas un blocage. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut mettre en face de ces irritants? Il y a des solutions techniques parfois, mais on se rend compte généralement que c'est plus une question de pratique, c'est plus une diffusion, un accompagnement de la conduite du changement. Prouver par l'exemple, faire l'apprentissage par les pairs, c'est-à-dire mettre en situation ces préfigurateurs d'être des têtes de réseau au niveau local, c'est ce que va faire Mégalis par exemple sur marché public simplifié, d'accompagner des acheteurs publics pour montrer que telle ou telle collectivité a déjà réussi à dématérialiser. Un dernier exemple par rapport à cette dématérialisation des marchés, c'est l'ouverture des données essentielles de marché public qui sera obligatoire, encore une fois, au 1er octobre 2018. C'est comment est-ce qu'on peut anticiper cette obligation? Comment est-ce qu'on peut faire d'une opportunité d'ouverture des données des cas pratiques, des cas concrets qui peuvent permettre aux acheteurs publics, aux collectivités locales de se saisir de l'ouverture de ces données pour changer, pourquoi pas, leur politique achat, pour faire preuve parfois d'une ouverture ou d'une transparence parfois encore plus forte, de réutiliser des données sur le volet du développement durable, de donner à voir à des entreprises que sur tel marché, on pourrait prendre contact avec telle autre entreprise pour éventuellement, pourquoi pas, créer un groupement ou de la cotraitance, de mieux connaître son tissu économique. Donc, cette recommandation, c'est vraiment une illustration de la manière dont on peut travailler autrement. D'éviter de travailler en silo, d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition, le numérique, mais aussi le pratique, le réglementaire, d'avoir des préfigurations concrètes sur le territoire pour voir comment est-ce qu'on met en œuvre sur un territoire les obligations réglementaires et remonter au niveau national les difficultés, mais aussi les bonnes pratiques qui peuvent être rencontrées.
Vous avez ici une cartographie des préfigurateurs, donc on couvre un certain nombre de territoires, et pareil, c'est avec une vision un peu différente, avec une vision pas forcément par strate de collectivité, mais une vision, on a des acheteurs hospitaliers, on a des acheteurs collectivités locales de différents niveaux, on a des établissements publics, et on essaie de remonter un certain nombre d'informations de ces interlocuteurs pour référencer, recenser les meilleures pratiques et les faire connaître. Pour terminer mon propos, je voudrais vous faire part d'un prototype. C'est aussi une autre manière de travailler, c'est ce que je souhaite vraiment illustrer. Donc, en 2 mots, l'année dernière, vous avez été présenté France Connect Agent, qui est une brique d'authentification pour les citoyens, partant du principe que le citoyen est déjà connu d'un certain nombre d'administrations, pourquoi ne pas utiliser cette connaissance pour s'authentifier sur d'autres services publics en ligne. En partant de cet exemple-là, on est en train de réaliser un POC, donc vraiment d'essayer de faire la preuve du concept, un prototype. Donc un prototype, c'est réalisé dans un temps relativement court, donc on est sur une durée de 3-4 mois, pour prouver qu'une solution technique peut marcher. J'illustre avec ce sujet parce que ça montre aussi le fait que ces prototypes, ils sont réalisés avec différentes administrations, des ministères, des collectivités locales, des associations. On va mettre dès le début l'ensemble des acteurs concernés autour de la même table. On va utiliser des ressources financières qui sont le programme des investissements d'avenir, donc aller trouver le financement là où il peut se trouver. On va limiter dans le temps l'expérimentation, donc se dire qu'il faut prouver dans un laps de temps réduit avec des cas pratiques et des cas concrets. On va identifier un certain nombre d'irritants. Donc ça, c'est des irritants qui remontent dans le cadre d'ateliers. On essaie de désosser en atelier des procédures réelles, par exemple une demande de RSA. On se rend compte que à différents moments de cette demande, l'usager, le citoyen, il va être à la rencontre de plusieurs administrations et que ces administrations-là ne dialoguent pas forcément entre elles parce qu'elles ont des sécurités différentes, elles ont des authentifications différentes, elles ont des process différents. Donc là, l'idée, c'est vraiment de voir à quel moment la chaîne de dématérialisation est coupée, à quel moment est-ce qu'on peut rajouter un peu de fluidité. Et puis, partir de constats. Élu local, agent public territorial ou agent d'État, on a un nombre très important de logins, de mots de passe. Ça, c'est un cas concret que chacun vit. On a des référentiels et des bases de données différentes. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler autrement avec ces constats ? Et puis ensuite, c'est comment est-ce qu'on peut réutiliser les investissements qui ont déjà été faits, notamment par l'État. Donc là, l'idée de créer un prototype, c'était de se dire, on a fait France Connect Agent pour les particuliers, est-ce qu'on peut réutiliser le cœur de ce qui a été développé pour un cas concret entre l'État et les collectivités locales ? On ne va pas dépenser des sommes faramineuses, mais on va d'abord tester, on va d'abord expérimenter. On va essayer d'être dans des approches standards d'interopérabilité pour faire en sorte que ces outils puissent être réutilisés. On va faire en sorte que les collectivités locales qui participent à ce prototype, ça puisse être utile pour elles parce qu'elles avaient un projet qui correspondait à ce prototype. L'État pourrait finalement le mettre à sa disposition. On va partir sur l'idée d'identité pivot. Donc vraiment sur l'idée de réutiliser ce qui est connu de tel ou tel sur des briques de base. Donc c'est comment est-ce qu'on peut penser des projets qui puissent avoir une vraie capacité de levier, qui puissent être réutilisés facilement par les collectivités locales sans que ça leur demande un coût énorme d'implémentation ou de développement. Et donc c'est pour illustrer aussi une autre manière de travailler, un autre positionnement aussi quand on parlait du rôle des acteurs, comment est-ce que l'État peut jouer un rôle de facilitation, de simplification, un rôle aussi de régulation, comment est-ce qu'on peut mieux travailler avec les collectivités locales et en tirer un certain nombre de bonnes pratiques de manière à limiter ces fameux irritants. Vous aurez, je pense, le diaporama qui sera diffusé. Je vous ai remis un certain nombre de liens qui vous donnent accès donc à des documents qui peuvent être utilisés vraiment de manière pratique par vos différentes collectivités sur ces sujets que j'ai traités
assez rapidement et que vous pouvez réintégrer, réinterroger au sein même de chacune de vos collectivités. Je vous remercie pour votre attention.